voulez bien prendre place, le président va ouvrir le salon. Bonjour à tous et merci d'être venus ici pour donc, cette deuxième édition du Salon du Vampire. Je suis donc le président de l'association le Lyon Beastie Club, qui est l'organisatrice de cet événement et qui organise donc aujourd'hui le deuxième Salon du Vampire. On avait déjà fait une première édition en 2010, mais finalement on aura attendu quand même 2 ans avant de relancer la machine et de du coup proposer une seconde édition. Hasard du calendrier, ça nous aura permis aussi de nous placer finalement dans la continuité du centenaire de la mort de Bram Stoker et donc de proposer une édition spéciale sur Dracula et sur le romancier qui a écrit le roman. Pour revenir sur l'auteur et son œuvre, on a donc proposé à différents intervenants, que ce soit Alain Pozzoli à ma droite, Jean Marigny, Jean-Michel Ropers, Simon Sanahujas, Gwen Dubourg-Toumieux, Nicolas Liépin et Jérémy Fleury de se joindre à nous justement pour discuter autour finalement du romancier qui était Bram Stoker, de Dracula et finalement de toute l'émulation littéraire qui a pu graviter autour de ce roman emblématique de la littérature vampirique. Donc on a aussi bien des essayistes que des universitaires, des romanciers, des photographes, des dessinateurs, des metteurs en scène et des réalisateurs qui ont tous, à un moment ou à un autre de leur vie, approché finalement Dracula et Bram Stoker. Cet après-midi sera consacré à des conférences et tables rondes sur Dracula et donc sur Bram Stoker. 2 conférences, suivies d'une pause de 15 minutes, durant laquelle vous pourrez aller fumer, faire vos emplettes ou manger 2-3 petites choses. Et on repartira juste derrière avec une table ronde sur le thème adapté Dracula qui sera suivie d'une dernière conférence de Simon Sanahujas et Gwen Dubourg-Toumieux autour de leur voyage en Transylvanie et donc à Londres. Après ça, vous trouverez les intervenants dans le hall pour des dédicaces, donc vous pouvez acheter leurs livres, vous pourrez aussi vous restaurer, vous pourrez acheter quelques petits goodies comme des affiches du salon et des badges et des magnettes qu'on a fait presser spécialement pour l'occasion. Et des gousses d'ail. La soirée commencera donc vers 20h. On va déjà vous projeter un documentaire qui s'appelle Whitley, la vie de Dracula, et qui est coécrit par Jean-Michel Ropers et Alain Pozzoli. Et on fera suivre ce documentaire par la projection du Dracula de Coppola en VOSTFR. Donc pour acheter vos places, le cinéma ouvrira à 19h, donc il suffira juste d'aller faire la queue. La salle est assez grande normalement, donc il ne devrait pas y avoir tout ça. Ces projections non plus, pas dans la médiathèque ni ici, mais dans le cinéma qui est juste attenant pour les gens qui ne connaissent pas la ville en fait. C'est juste, vous sortez, c'est directement sur votre gauche. C'est 5 € de participation pour l'ensemble de la soirée cinéma. Demain, ce sera donc au théâtre de l'Acte 2, donc, qui est à Valmy, dans le 9e arrondissement à Lyon. Par contre, là, il faut avoir réservé vos places au préalable. Donc, durant l'après-midi, n'hésitez pas à téléphoner au théâtre pour réserver vos places par téléphone si vous êtes disponible, ou éventuellement, si vous repartez chez vous ce soir et que vous n'assistez pas au film, à faire des réservations par Internet. Donc, la pièce qui sera jouée demain est une adaptation théâtrale du Dracula de Bram Stoker par la compagnie Broutilly, une compagnie lyonnaise, qui a déjà fait jouer en fait cette pièce il y a quelques mois et qui du coup l'a refondue complètement pour l'occasion et qui va d'ailleurs jouer toute la semaine en fait. Demain, ça sera finalement le clou du spectacle. Elle aura lieu à 16h donc au théâtre de l'Acte 2 vers Valmy. Je tiens à remercier tous les gens qui ont fait le déplacement, que ce soit les intervenants qui ont bien voulu répondre au présent dès le début, et nos incontournables partenaires, à la fois la médiathèque de Mes Yeux qui nous accueille aujourd'hui et avec qui on a nommé pas mal de petites choses au fur et à mesure des mois et avec qui on compte encore faire encore des choses dans l'avenir. L'association Cyberune, qui est une association finalement qui est née à travers un club de lecture qui a lieu à la médiathèque, un club de lecture des littératures de l'imaginaire et qui nous donne aussi aujourd'hui un coup de main au niveau logistique. MBA Marquis Body Art, qui est une des enseignes qui nous a financé pour aujourd'hui, de même que Cybercité et ActuSF pour leur aide. On a aussi l'Incontournable Magazine qui a bien voulu nous aider en nous aidant à faire un petit peu de communication autour du salon. La librairie Colibris, auprès de qui vous pourrez acheter les ouvrages qui vous intéressent à faire dédicacer lors de la pause. Et Bras Jaune et Trop Lune qui nous ont permis finalement de faire gagner des lots. À cet égard, si dans vos programmes vous avez remarqué qu'il y a une petite bandelette de tissu numérotée, ça veut dire que vous avez gagné un lot en fait. Donc à la pause de 15 minutes, vous venez vers moi avec votre programme et avec le numéro qui sera dessus, je vous donnerai le livre qui va avec. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser avec Alain Pozzoli et vous souhaiter une bonne après-midi dans l'ombre de Dracula. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette journée Stoker.
Donc, comme Adrien vous l'a dit, cette année, nous célébrons le centenaire de la mort de Bram Stoker, qui est mort en avril 1912. Donc, il a une vie très riche, il a été au cœur d'énormément d'événements importants. Donc, évidemment, peu de temps que j'ai, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais je vais essayer de dresser un petit peu les grands traits de sa vie. Donc on va commencer par le début. Stoker est né le 8 novembre 1847 à Clontarf. Clontarf, c'est un petit village dans la banlieue dublinoise, qui aujourd'hui fait partie intégrante de Dublin. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est, si vous avez l'occasion d'aller à Dublin, vous pouvez retrouver la maison natale de Bram Stoker, qui se trouve au Crescent Marino. Et petit détail amusant, en janvier dernier, la maison était en vente sur Internet, elle était vendue 600 000 €. Donc je vous propose de nous cotiser, on pourrait faire un musée, ce serait plutôt sympa. Donc Stoker est né en 1847 et il est arrivé sur Terre au plus mauvais moment, en pleine période de famine, ce qu'on a appelé la Grande Famine, parce qu'à l'époque, l'alimentation de base des Irlandais, c'était la pomme de terre. Et je trouve qu'en 1845, il y a eu une infestation de mildiou. Le mildiou, c'est évidemment un champignon qui s'attaque aux pommes de terre. Et toutes les récoltes ont été détruites. Donc, ce qui fait que des milliers de gens sont morts de faim. D'autres ont été obligés de partir en exil, que ce soit en France, en Angleterre et surtout aux États-Unis. Et 2 ans après, donc l'année où Stoker est né, une deuxième infestation de mildiou, ce qui a été vraiment la catastrophe suprême, parce que vraiment les gens étaient exempts. Et donc Stoker a supporté les séquelles de cette chose. Quand il est né, on lui donnait très peu de chances de survie. Les premières semaines de vie ont été vraiment précaires. On pensait vraiment qu'il passerait de vie à trépas. Et puis finalement, les choses se sont un petit peu arrangées. Sauf que pendant les 8 premières années de sa vie, il est resté cloué au lit. Il était trop malade pour aller à l'école comme tout le monde. Donc il avait un précepteur qui venait à domicile. Et finalement, ça a été quelque part une bonne chose, parce que pendant ces 8 années, sa mère, pour le distraire, lui racontait des vieilles légendes irlandaises, donc c'était un petit peu le creuset de son imagination fantastique. Et elle lui a notamment raconté, alors ça c'était pas une légende, c'est que lorsqu'elle était enfant, elle vivait dans l'ouest de l'Irlande, et elle a vécu l'épidémie de choléra qui avait ravagé l'Irlande à l'époque, et elle a assisté à des scènes épouvantables. Il y avait tellement de morts que les fabricants de cercueils ne pouvaient plus assurer. Et donc il n'était pas rare qu'on mette dans un même cercueil 2 à 3 cadavres, ou parfois même qu'on mette carrément des moribonds pour aller plus vite. Donc ça a été vraiment des visions de cauchemar qu'elle a gardées dans son esprit et qu'elle lui a racontées par la suite. Et où on se rend compte que vraiment, ça a été vraiment le creuset de son imagination. C'est que quelques 20-25 ans plus tard, quand Stoker a publié son premier livre de fiction, qui s'appelait Au-delà du crépuscule. C'était un recueil de nouvelles, et il y a une nouvelle parmi toutes celles qui figurent dans le livre qui s'appelle Le Géant Invisible, et qui raconte l'arrivée dans un pays imaginaire d'un fantôme, et qui en fait est le fantôme de la peste. Et tout ce qui est décrit dans cette nouvelle est quasiment la transcription de ce que sa mère lui racontait quand elle était enfant. Donc finalement, cette période d'inactivité, finalement, n'a pas été si inactive que ça, parce qu'elle a mis en marge les mécanismes qui ont fait que plus tard, Stoker est devenu un excellent auteur. Donc, comme je vous le disais, pendant 8 ans, il n'a pratiquement pas quitté sa chambre. Quand il a été guéri, ça a coïncidé à l'époque où ses parents ont décidé de venir s'installer à Dublin. Alors, bon, là, pendant toutes les années d'enfance et d'adolescence, bon, il a eu une vie tout à fait banale. Et sa vie s'est transformée à partir de 1864. Il avait à l'époque 16-17 ans, et son père l'a inscrit à Trinity College, qui était la grande université irlandaise, la seule d'ailleurs. Et cette année a marqué vraiment une rupture. C'est qu'à partir du moment où Stoker a fait ses études supérieures, ça a été une métamorphose sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan physique, parce que lui qui était un enfant chétif est devenu on l'a surnommé le géant roux, parce qu'il faisait plus d'1,90 m. Lui qui était timide, il s'est avéré être un débatteur de génie. Il faisait partie de la société philosophique de Trinity College, et tout le monde était en admiration devant ses discours.
Et il est même devenu un champion sportif, il s'est illustré dans de nombreuses disciplines. Donc ça a vraiment été la métamorphose. Alors, il y a une chose qui est importante dans la vie de Stoker, c'est le théâtre. Stoker a hérité de sa passion de théâtre de son père. Parce que son père travaillait à Dublin Castle. Dublin Castle, c'est l'équivalent du tribunal en France. Et il avait une seule passion, c'était le théâtre. Et quand Stoker, enfant, une fois guéri, est retourné à l'école, lorsqu'il avait des bonnes notes, sa récompense, c'était de l'emmener au théâtre. Et il a eu cette passion toute sa vie. Et justement, cette passion a orienté par la suite toute sa vie. Donc, arrivé à Trinity College, donc il fait des études assez brillantes, et sa passion pour le théâtre, finalement, se déclenche véritablement un soir de 1867, donc Stoker a 20 ans. Il va au Royal Théâtre de Dublin assister à une représentation d'une troupe qui était de passage à Dublin, et dans laquelle il y avait un acteur en devenir qui s'appelait Henry Irving, qui était la star montante du théâtre londonien. Et ça a été une véritable révélation pour Stoker. Il a été complètement emballé par ce comédien. Et par la suite, chaque fois que Henry Irving venait à Dublin en tournée, Stoker ne ratait aucune représentation. Donc les années ont passé. Stoker est sorti donc, de Trinity College avec son diplôme en poche. Il a trouvé un premier emploi, justement à Dublin Castle, où travaillait son père. Et on peut penser qu'à partir de là, sa vie aurait été linéaire. Il serait resté dans l'administration et il n'aurait pas vécu une vie formidable. Et c'est justement le théâtre qui va transformer tout ça. C'est qu'un soir, il retourne au théâtre pour voir une nouvelle pièce jouée par Henry Irving. Évidemment, il est à nouveau transporté par le spectacle et par le comédien, à tel point que le lendemain, il cherche dans la presse des articles pour voir ce qu'on a pensé de la prestation de l'acteur, et il est sidéré de constater qu'absolument aucun journal de Dublin n'a traité du sujet. C'est vraiment passé à la trappe. Donc il rentre dans une rage folle. Le lendemain matin, il se précipite dans l'un des plus grands journaux de Dublin, qui s'appelait la Dublin Mail. Il va voir le directeur et il demande pourquoi le journal n'a pas chroniqué la présence d'Henry Irving. Et donc le directeur du journal lui explique que c'est uniquement pour des raisons financières, qu'il n'a pas assez d'argent pour payer un chroniqueur théâtral. Et Stoker a une idée de génie, un coup de bluff. Il dit, ben voilà, moi je vous propose de faire ça gratuitement, même anonymement, au moins je serai sûr que vous chroniquerez des pièces de théâtre qui sont jouées à Dublin. Donc le directeur du journal est un petit peu surpris, médusé, et en même temps amusé. Et lui, ben d'accord, on va faire un essai. Vous écrivez l'article sur la pièce que vous avez vue hier, vous me l'amenez demain. S'il est réussi, je vous publie, s'il n'est pas réussi, ben on oublie. Donc Stoker, qui, entre parenthèses, avait pris sa journée spécialement pour aller se colter contre le directeur du journal, rentre chez lui, il écrit son article, il le ramène le lendemain au directeur du journal, qui s'appelait Henry Manzel. Le directeur le lit, et il trouve ça formidable. Donc du coup, Stoker devient chroniqueur de ce journal. Alors cette collaboration va durer 5 ans. Ce qui fait que pendant 5 ans, il va devenir vraiment une des personnalités de Dublin qui vont compter. Parce qu'évidemment, au début, ces articles ne sont pas signés. Mais comme ils sont excellents, petit à petit, on prend en compte son travail. Et Stoker ainsi va rentrer dans la bonne société dublinoise. Il va rencontrer des gens importants, notamment la famille d'Oscar Wilde. La mère d'Oscar Wilde, qui s'appelait Speranza, qui était une poétesse très connue à l'époque, organisait tous les mardis soirs des soirées chez elle, où toute la bonne société de Dublin se rencontrait. Et donc, c'est là que Stoker va à la fois rencontrer les Wilde, il va rencontrer Sheridan Le Fanu, enfin il va rencontrer des gens très importants. Et donc, comme je vous disais, cette collaboration avec le Dublin Mail va durer plusieurs années. Et chaque fois qu'Henry Irving vient à Dublin en tournée, il arrive qu'il vienne 2 à 3 fois par an, il est assuré d'avoir un article dithyrambique sur lui. Donc, au bout d'un certain temps, ça commence à l'intriguer. Évidemment, en tant qu'acteur, il est ravi qu'on dise bien de lui. Mais ça l'intrigue de savoir qui est ce journaliste qui vraiment est si entiché de lui.
et il demande à le rencontrer. Donc la rencontre a lieu un soir après le spectacle, dans sa loge, et c'est une amitié immédiate qui naît entre les deux hommes et qui va durer une trentaine d'années. Alors évidemment, au début, c'est une amitié épistolaire, elle se voit uniquement pendant les jours où Irving vient à Dublin, mais c'est une amitié vraiment très forte et qui s'enrichit au fil des années. Et il va se passer un événement assez extraordinaire, c'est qu'un jour, Henry Irving vient à Dublin et lui dit, voilà, je viens d'acheter un théâtre à Londres qui s'appelle le Lyceum Theatre. Le Lyceum Theatre existe toujours à Londres, vous y allez, c'est un des plus beaux théâtres de Londres. Il a été complètement restauré il y a une dizaine d'années, et c'est vraiment un endroit formidable. Et donc, à l'époque, Irving a acheté ce théâtre, mais le problème qui se pose pour lui, c'est que soit il doit en être le véritable directeur et laisser tomber son métier de comédien, soit il reste comédien, il ne peut pas s'occuper correctement du théâtre. Donc il fait la proposition suivante à Stoker, il lui dit, moi j'ai besoin d'un homme de confiance, est-ce que tu veux prendre la direction du Lyceum Theatre à Londres? Alors évidemment, c'est une proposition qui ne se refuse pas. Néanmoins, Stoker hésite un petit peu, parce que c'est vrai que ça veut dire des tas de choses, ça veut dire une nouvelle vie, ça veut dire quitter Dublin, quitter son travail, quitter sa famille, ses amis. Et puis quitter son travail, c'est un peu hasardeux, parce que là, il a un travail sûr, puisqu'il fait partie de l'administration dublinoise, mais se lancer en plus à Londres dans une aventure à l'aveuglette, c'est quand même risqué. Mais bon, il part du principe que l'occasion ne se représentera peut-être pas deux fois, donc il accepte. Et donc, il est prévu que Stoker prenne les rênes du théâtre, et on est en 1878. Henry Irving lui fait la proposition pendant l'été, et il veut que Stoker arrive à Londres, pardon, avant la fin de l'année, au plus tard au mois de décembre, parce qu'il veut absolument faire la première production sous le label Henry Irving en début d'année, c'est-à-dire au mois de janvier. Donc ça laisse vraiment très très peu de temps. Donc Stoker accepte la proposition, et curiosité, surprise, quand il arrive à Dublin, à Londres décidément, il vient tout juste de se marier avec une jeune femme qui s'appelle Florence Balcombe, qui curieusement avait été courtisée par Oscar Wilde, parce qu'elle aussi habitait juste à côté de Wilde et de Stoker, parce qu'ils étaient dans le même quartier. Alors c'est très étonnant parce qu'on ne connaît aucune aventure amoureuse à Stoker jusqu'à cette date-là. Et c'est très surprenant que de but en blanc, juste au moment où il doit partir pour Londres, il épouse Florence. D'autant qu'il ne prend même pas le temps de partir en voyage de noces, parce qu'il se marie le 20 décembre, et le 24, il est à Londres. Et là, il n'est pas question de batifoler, il démarre son travail vraiment sur les chapeaux de roue, parce qu'il faut absolument monter une grosse production qui va coûter beaucoup d'argent, donc c'est déjà risqué pour une première production. Mais en même temps, il n'a pas le choix, c'est ça, ou c'est l'échec avancé, c'est laisse tomber. Donc Stoker se consacre complètement à cette nouvelle activité, et le premier spectacle est un succès phénoménal, qui fait rentrer énormément d'argent dans les caisses du Lyceum, et ça va marquer le début d'une collaboration extraordinaire, parce que je vous disais tout à l'heure, ça va durer une trentaine d'années, et le Lyceum va devenir un des plus grands théâtres de Londres. Et chaque production va être vraiment un événement, parce que Henry Irving veut mettre la barre toujours un peu plus haute à chaque production. Donc ça veut dire beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Et Stoker a une lourde charge, parce qu'il doit s'occuper de l'administration du théâtre, il doit choisir aussi les comédiens qui font partie de la troupe, il s'occupe des décors, il s'occupe de la salle, des fauteuils, de la couleur des fauteuils, des tentures. Il est partout, partout. En plus, il s'occupe de préparer la première tournée américaine du Lyceum, qui va être une tournée assez éprouvante pour les comédiens. Et en même temps, ça va être un événement aux États-Unis, parce que pour la première fois, une troupe de théâtre européenne va venir aux États-Unis, mais avec tout son staff, c'est-à-dire pas uniquement les comédiens,
mais elle vient avec les comédiens, avec les techniciens, avec les décors, évidemment avec les costumes. Et ça, c'est une entreprise colossale, et les Américains n'avaient jamais vu ça avant ça. Donc voilà, Stoker est parti dans une nouvelle vie, et c'est vraiment le démarrage de quelque chose de complètement différent de ce qu'il pouvait espérer en restant à Dublin. Alors, Stoker était évidemment un écrivain. Jusqu'à présent, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de publier beaucoup de choses. Lorsqu'il était à Dublin, il publiait quelques nouvelles dans la presse, mais bon, c'était plutôt intimiste comme réaction, si vous voulez. Il n'y avait pas beaucoup de retentissement, parce que c'était la mode, il y avait beaucoup de romans feuilletons qui étaient publiés, et ça ne sortait pas forcément en livre. Et Stoker donc, publie le premier livre dont je vous parlais en 1882, c'est Au-delà du crépuscule, et c'est un livre qu'il publie et qu'il dédie à son fils Noël, qui est né en 1879, donc l'année suivant son arrivée à Londres. Alors il y a une chose qui est intéressante à propos du lycéen du théâtre, c'est que Henry Irving a voulu remettre au goût du jour une habitude qui existait depuis longtemps dans ce théâtre. C'est un club qui s'appelle le Club des Beefsteaks, que on connaît bien. Et c'était une sorte de club de pensée qui existait. Il y avait une salle qui était réservée dans les salons du théâtre. Et les gens s'y retrouvaient le soir après le spectacle. Enfin, quand je dis les gens, c'était les comédiens et les célébrités qui étaient de passage à Londres et qui venaient voir le spectacle. Et c'était donc un club de rencontre où il y avait beaucoup de personnalités qui vont avoir leur importance finalement pour Stoker et pour l'écriture de Dracula. Alors notamment parmi les gens qui fréquentaient le Beefsteak Club, il y a deux personnes importantes qui ont influencé Stoker. Il y a un personnage très trouble qui s'appelle Richard Burton, qui n'est pas le mari d'Elizabeth Taylor, à ne pas confondre. C'était un grand voyageur, un aventurier. Alors il avait une réputation assez sulfureuse, on disait que c'était un espion, on disait qu'il était homosexuel.